moi, je suis géographe et je travaille également dans l'aménagement du territoire. Donc, ma présentation, elle va être vraiment basée sur l'aménagement et sur l'acceptabilité de ces aménagements. Je ne vais pas vous parler de normes techniques, etc. En plus, si j'ai bien compris, il y a déjà eu une intervention aux dernières rencontres. Donc, je vais vraiment m'intéresser à comment ce type de projet, qui de prime abord peut effectivement être un frein dans sa bonne conception et dans son acceptation, justement comment on peut évaluer ce type de projet. Alors tout d'abord, que ce soit la mine ou que ce soit l'éclairage artificiel, ce sont des objets de recherche, des objets de recherche qui s'inscrivent dans un temps long, et justement pour pouvoir les appréhender comme objets de recherche, on a un peu retracé l'historique de l'éclairage, avec justement ici les principales préoccupations de l'éclairage. Alors je me suis arrêtée en 1960 parce que l'éclairage on le connaît depuis le Moyen-Âge, je ne vais pas remonter jusque-là. Donc je vais plutôt m'arrêter aux années 60 parce que c'est ce qui va nourrir en fait notre culture de l'éclairage actuellement. Effectivement, on va éclairer les rues, on va éclairer les villes, on va éclairer tout le réseau routier dans un objectif de sécurisation. Donc c'est vraiment ça qui va rythmer tous les programmes d'éclairage, avec un éclairage routier où on va mettre l'accent sur la quantité de lumière pour faciliter la circulation et abaisser tout simplement le nombre d'accidents. Et puis on voit que les villes, elles s'étendent. Et donc en même temps que les villes vont s'étendre vers la périphérie, et va s'étendre également tout ce jeu de lumière le long des axes de circulation. Après, on a des évolutions comme ça, techniques, qui vont rythmer tout ce développement de 1960 à nos jours, au rythme également des connaissances techniques. Et donc, c'est vrai que quand on travaille sur ce genre d'objet, il faut éviter d'avoir un peu une critique facile. C'est facile maintenant, avec nos connaissances, de venir critiquer ce qui a été fait. Effectivement, les ballots fluorescents, maintenant, on va éviter. Mais à l'époque, on est dans ce type d'aménagement, on les abandonne progressivement vers le sodium haute pression, qui maintenant est également à éviter. Et puis donc on voit au fur et à mesure des décennies qu'on va migrer de cette volonté de sécurisation à une volonté plutôt sécuritaire, c'est-à-dire ce que souhaite véhiculer par la lumière, c'est un sentiment de sécurité. Et ça c'est important, parce que c'est ce qui va expliquer le reste de mon développement, justement quand je vous parlais d'acceptabilité de la trame sombre, parce que cette lumière, elle nous donne un sentiment de sécurité, et c'est un sentiment qui est propre un peu aux pays occidentaux, on ne le retrouve pas forcément dans tous les pays du monde. Alors, au rythme également, je vais voir qu'on va modifier en fait cette perception et ces préoccupations. Déjà, il y a eu un premier choc au niveau de la lumière. On va arrêter un peu de développer dans tous les sens avec le premier choc pétrolier. La lumière va commencer, l'énergie va commencer à coûter cher. Donc on va un peu stopper les choses et un peu réfléchir. Et on a de premières expériences de réduction de la lumière qui vont apparaître, notamment en Allemagne, dans la ville d'Hambourg. Mais la sortie de crise pétrolière va faire que ces expériences vont vite être arrêtées et oubliées. Et donc c'est dans les années 90 où on a un nouveau tournant justement de cette lumière. Elle ne va pas juste être là pour sécuriser notre circulation et nos déplacements, mais également elle doit être jolie cette lumière. Elle doit mettre en perspective, mettre en lumière en fait justement souligner nos bâtiments. Et donc on va lui donner une dimension très esthétique. Et donc ce sont les premiers plans lumière. On va démultiplier l'illumination, y compris en rural, pour mettre en scène les espaces urbains et les espaces ruraux. Et on a même une professionnalisation en fait, qui va se créer autour du concepteur lumière, donc dans les années 90 et vraiment des années 2000. Et à côté de ça, ce qui explique justement ce développement, c'est bien le fait qu'on est après les lois de décentralisation, donc une croissance de la mise en concurrence des villes. On est vraiment dans une démarche de marketing urbain qui va expliquer effectivement certains des points. Mais comparativement à ça, on continue à s'interroger sur cette lumière qui occupe de plus en plus notre espace. Et donc dans les années 2000, on interroge justement nos développements et on voit apparaître une nouvelle préoccupation qui est véritablement liée à l'éthique environnementale. Et donc à côté de la quantité, de la qualité, et on va s'intéresser justement au type de lumière qu'on va commencer à mettre en place. Et on voit se développer des différents schémas et différents plans dont je vous parlerai plus tard. Donc pour résumer, on voit bien qu'on passe d'une conception fonctionnaliste qui perdure encore maintenant, donc ce qui fait que ça peut être des fois difficile de mettre en place effectivement la réduction de l'éclairage public, à une conception promotionnelle
surtout au niveau des villes. Alors, juste pour rappeler, effectivement, je l'ai dit, l'éclairage, on connaît depuis longtemps, ça a été amorcé au Moyen-Âge, une volonté de corriger les désordres de la vie médiévale. Elle se prolonge dans les principes de prévention situationnelle. Et ça, c'est la France qui a souhaité également mettre en place cette lumière dans la prévention situationnelle, c'est-à-dire plus on va éclairer, moins on aura de situations où on a un risque d'accident, un risque d'agression. Donc on a véritablement ce duo qui va se créer, même dans notre imaginaire. Au niveau de l'esthétisme, alors on a les prémices dans les perspectives haussmanniennes et qui prennent de l'ampleur que je vous ai dit un peu plus tard. Pour autant, cette éthique environnementale, même si je l'ai avancée dans ma frise dans les années 2000, parce qu'elle explose depuis les années 2000, elle s'inscrit également dans une dimension un peu plus longue, puisqu'on se pose des questions sur la nuisance de cette lumière artificielle nocturne depuis les années 70. Les premiers à s'interroger là-dessus, c'est effectivement les astronomes, qui s'inquiètent de la réduction, voire de la perte de la vision du ciel nocturne, de leur nuit étoilée, et donc finalement de la perte d'informations que l'on peut avoir en regardant le ciel. Et à côté de ça, on a également des chercheurs en sciences humaines qui, eux, voient également dans la perte de ce ciel étoilé une réduction d'accès à une ressource culturelle et à une ressource scientifique. C'est ce qu'on va ranger dans les coûts socioculturels. On continue notre frise, et nous voilà dans les années 80. Et là, ce sont les écologues qui vont venir effectivement rejoindre les astronomes pour s'inquiéter de ce développement à tout va de la lumière. Et notamment parce qu'on voit que la lumière, elle va attirer les espèces photophiles, elle va les capter, les piéger. Et en les piégeant, les insectes vont tourner autour et s'épuiser. Et vont mourir d'épuisement. Pour d'autres espèces, c'est l'inverse. On va plutôt avoir le phénomène de répulsion. Ils vont éviter effectivement tous ces espaces mis en lumière. Et donc ces espaces en lumière vont jouer le rôle de barrage. C'est très proche de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la trame verte et bleue avec justement les axes routiers. Là, c'est la même chose. Ils vont jouer un rôle de barrage et donc on va avoir des milieux qui vont s'appauvrir puisque ces espèces vont disparaître au fur et à mesure. Autre effet, c'est la modification des comportements. Alors, comportement de trajectoire, migratoire, la mortalité directe, la prédation qui va bouger, puisque comme on va avoir des insectes qui vont être piégés, on va avoir d'autres espèces qui vont venir se servir là comme si c'était un banquet qui leur est offert, et également des modifications sur la reproduction. Alors, j'ai coupé certaines images, mais effectivement, on a quand même des espèces, notamment d'insectes, qui utilisent les signaux lumineux pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir appeler leurs femelles. Et là, dans un espace totalement lumineux, on va perdre cette possibilité. Enfin, la mortalité massive d'insectes, parce qu'il y a une rupture de la chaîne alimentaire ou une modification de cette chaîne alimentaire. Et donc là, on a ce qu'on appelle les coûts écologiques, liés effectivement à la lumière. Enfin, plus récemment, les médecins. Effectivement, dès les années 90. Et là, on est vraiment dans un fort déploiement de ces questions-là. On est d'abord sur des hypothèses, et puis on explore. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau de la médecine ? La lumière va jouer un impact sur nous, pas que sur l'environnement, pas que sur la faune, mais également sur l'humain, en désynchronisant justement nos rythmes. Et donc en mettant un peu le flou entre le jour et la nuit. Donc on va dérégler nos horloges chronobiologiques, ce qui va avoir des conséquences sur notre production d'hormones, qui eux-mêmes ont des conséquences sur le cycle circadien, mais également on va avoir des effets sur le stress, la fatigue, les principes de dépression. Donc évidemment, quand on a de la lumière comme ça qui rentre dans nos logements, on peut avoir un sommeil qui est plus troublé. Donc c'est d'ailleurs dans les plaintes, c'est souvent ce qui revient, c'est une lumière intrusive dans les logements. Et de plus en plus avérées des suspicions entre tous ces phénomènes et certains cancers. Et donc là, l'INSERM de Lyon sont vraiment en train de travailler sur ces points-là et travaillent sur ce qu'on appelle les coûts sanitaires justement de la lumière. Alors voyez en bas, j'ai mis une différence de vocabulaire, nuisance, pollution. Parce qu'effectivement, en fonction de là où on se situe, c'est difficile de savoir si on est plutôt dans la nuisance et plutôt dans la pollution. Et il faut savoir que pendant longtemps, le législatif a été un peu perturbé par ce champ sémantique. Est-ce qu'il fallait parler de nuisance ou de pollution? Parce qu'on ne va pas légiférer de la même façon si on est dans le domaine de la nuisance ou dans le domaine de la pollution. Et il faut avouer que derrière, il y a quand même des métiers, il y a quand même un lobby de la lumière, et donc c'est pas évident de parler de pollution. Effectivement, ouverture du débat sémantique. Comment nommer ces différents coûts?
Est-ce qu'on va parler de pollution ou de nuisance? Alors, quand on discute, surtout dans les débuts des années 2000, avec des personnes issues de l'éclairagisme, eh ben, on va plutôt parler de nuisance. C'est normal, c'est leur métier. Donc, et puis, on ne va pas regarder la même chose que si on s'intéresse à tout écologique ou au niveau de la pollution, on est vraiment sur une appellation plus globale qui va couvrir tous les effets. Et pour mettre un peu un terme, en tout cas, j'allais dire éclairé, ce qui n'est pas franchement un jeu de mots, je vais prendre la position du Groupe Renoir, qui est une association qui travaille véritablement sur ces questions-là, et qui donc définit la nuisance comme le fait qu'on va perdre cette vision du ciel nocturne va être dégradée, et donc on va avoir une qualité du ciel dégradée, mais qui peut s'améliorer dès lors qu'on éteint. Donc si on peut résoudre le problème en éteignant, on sera plus dans le domaine de la nuisance. Par contre, si on a effectivement un altéragène, un appauvrissement des milieux, une dégradation de la santé, s'il faut mettre en place des systèmes de dépollution et un traitement médical, enfin en parallèle avec Guillaume, dès lors qu'on va aller dans le lourd, et bien effectivement on va plus parler de pollution et de pollution donc au regard des écosystèmes et de la santé. Donc finalement, il n'y a pas l'un contre l'autre, on est vraiment dans quelque chose qui se regarde de différentes façons. Alors, pourquoi la pollution ou la nuisance lumineuse est devenue un enjeu environnemental? Déjà parce qu'en France, 62% de la population française est exposée à cette pollution ou à cette nuisance. Donc l'éclairage, et aussi que l'éclairage public représente 48% des dépenses en électricité des communes françaises. Donc c'est un gros poste de dépenses. Et dans les années 2000, on voit des fenêtres d'opportunités politiques qui vont s'ouvrir. Donc là, je vais reprendre les travaux de Samuel Chaléa et Daniel Apostol, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, plutôt dans le domaine du rural, mais qui ont pu mettre en parallèle la montée de ces questions avec, les difficultés budgétaires des collectivités territoriales, conjuguées au risque climatique qui commence à être pris en compte dans toutes les sphères. Et donc on voit l'adoption par les communes rurales de politiques d'économie d'énergie, donc réduction des niveaux d'éclairage, coupure de l'éclairage public sur certaines plages horaires, etc. Enfin, et ça c'est plus récemment, on a une question de l'éclairage public qui va dépasser seulement les seuls enjeux énergétiques et financiers. On va ouvrir cette question à d'autres dimensions liées à la qualité de la nuit, aux services écosystémiques. Et donc, tout comme ce qu'on a vu pour la nature, le fait d'être dans un environnement sombre offre des services. Et des services pour notre santé, notamment. Et donc, on va voir effectivement ces questions se greffer à la question liée à la nuit, à la protection de ressources environnementales nocturnes, voilà tout ce qu'on peut effectivement avoir sur le développement territorial. Alors, en quoi justement cette composante noire vient se greffer à notre trame verte et bleue? Donc pourquoi nous on s'est intéressé à cette trame noire? Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement les trames ont toutes leurs couleurs. Déjà, il y a plusieurs réponses qui sont apportées à ces nuisances, à ces pollutions. La première, elle est réglementaire. Si je vous liste tous ces décrets, je ne vais pas les présenter tous. Il y en a énormément, c'est-à-dire que ça fait longtemps que le législateur, en tout cas longtemps, depuis le Grenelle surtout, essaie de trouver des solutions, des réponses législatives à ces questions. Il y en a beaucoup, on voit qu'on sort de plus en plus de décrets, d'arrêtés pour traiter ces questions. Alors, certains décrets ne s'intéressent effectivement qu'aux aspects techniques, d'autres aux aspects du fait d'allumer ou d'éteindre la nuit, en tout cas sur certaines plages horaires. Après, on a des réponses technologiques. Effectivement, on a plein de concepteurs lumière ou de chercheurs sur Smart City qui travaillent sur ces réponses techniques. C'est-à-dire le fait que l'éclairage on aura un éclairage qui va s'allumer au moment où vous allez passer devant, qui va donner si vous êtes une voiture, un vélo, un chien. Donc on a beaucoup de réponses technologiques maintenant, qui dépassent juste le fait de changer l'ampoule. Enfin, dans la sensibilisation des personnes, et donc je reviens sur la première thématique vive, on va devoir sensibiliser effectivement les personnes, et bien on va créer des labels. Donc il y a plein de labels qui existent, villes et villages étoilés, donc chaque commune peut effectivement candidater. Et on a des réserves de ciel étoilé, donc ça c'est particulier, ils sont souvent soumis effectivement à des observatoires astronomiques, on les retrouve dans le sud, parce que là on va créer véritablement des réserves où on va avoir des politiques très contraignantes sur l'éclairage, et donc vous les avez ici en bleu. Donc en 2015, on était déjà à plus de 6000 communes qui avaient choisi la modification de l'éclairage.
Et il a fallu attendre un décret, le décret de 2014, pour que la loi, justement, celle qui a créé les trames vertes et bleues, intègre la pollution lumineuse, et donc pour que cette dimension intègre les trames vertes et bleues. Pour autant, quand on regarde tous les SRCE qui sont sortis, la composante noire elle est relativement absente. On a encore du mal à l'appréhender, mais on voit bien qu'il y a par contre plein d'initiatives locales. Alors, je vous ai pris quelques brochures, mais je veux dire, on a plus de 6 000, donc j'avais largement le choix. Alors nous, on se replace là, justement en 2015. La région vient nous chercher pour répondre à un programme biodiversité, qui est coordonné par un bureau d'études qui s'appelle Biota et qui va s'associer avec plusieurs laboratoires pour essayer de mettre en place un programme de recherche-action, puisque notre objectif c'est de savoir ce qui se passe, mais surtout de mettre en action déjà quelque chose. Et donc ce programme de recherche-action vise le développement d'une trame noire dans l'agglomération lilloise. Trame noire, puisque c'est le terme qui est utilisé à ces moments-là, notamment par les acteurs locaux. Et donc, on va travailler sur la métropole lilloise, juste sur un bout, vous allez voir. Ce projet va donc faire intervenir la région, la Fondation Recherche Biodiversité, différents partenaires et importeurs, comme je vous dis, un bureau d'études, et des partenaires scientifiques, à la fois scientifiques plutôt de l'écologie. On a 2 laboratoires d'écologie qui vont être associés, et nous pour la partie sciences humaines, donc acceptabilité sociale. On part déjà sur un terrain qui est plus ou moins guidé par nos partenaires, puisqu'effectivement, on a 2 gros sites qui accueillent déjà 2 populations d'espèces de chauves-souris, et donc on souhaite connecter. Donc vous avez ici le parc urbain de la Citadelle, qui se situe en centre-ville, et une deuxième population qui se situe au parc urbain de la Dole. Et ça tombe bien, on a justement le canal qui relie ces 2 secteurs. Et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Alors, le retour d'expérience, je vous l'ai dit, nous on a travaillé là-dessus, on a essayé de voir si c'était un projet, une thématique qui était nouvelle, parmi 6 000 communes déjà qui mettent en place. On voit bien par contre que le choix il est surtout économique et pas forcément écologique. Or, justement, nos partenaires voulaient d'abord avec l'écologie, sauvegarde de cette population de chiroptères, mais pour autant, toutes les communes qui mettent en place, c'est plutôt sur un choix économique. Également, on voit qu'il y a plein de choses qui existent. Des plages horaires qui ont été éteintes, mais qui sont différentes. Et ça concerne à la fois de très grosses communes et de toutes petites communes, puisqu'on a effectivement des communes de 30, 86 habitants qui sont même concernées. Si on s'intéresse aux communes de l'île métropole, de 85 communes à l'époque, 95 actuellement, on avait déjà une mise en place. Donc là, c'est la carte, effectivement, à cette époque. Donc je vous la passe rapidement, puisque ce qui va m'intéresser, c'est véritablement ce volet acceptabilité. Donc 2 objectifs dans cette trame noire. Le volet écologique, eux vont vraiment travailler sur la partie identification des chiroptères et comment ils se déplacent. Et nous, sur la partie, est-ce que ce projet est acceptable par la population et les communes. Donc on va mettre en place plusieurs protocoles d'enquête. La première pour évaluer les pratiques communales, la deuxième pour évaluer l'acceptabilité par les riverains. Au niveau des pratiques communales, on souhaite voir si cette innovation va s'intégrer dans le fonctionnement, justement, des services. Donc notre objectif, c'est de voir comment ça va se traduire en termes de pratiques et de justification des communes. Donc on va faire effectivement un sondage téléphonique et numérique auprès des 85 communes. On a fait 2 dates de passation, 2015 et 2017, pour essayer de suivre la modification puis le développement de ces projets. Et on interroge essentiellement les services de l'éclairage public et les syndicats de gestion sous contrat. Donc le protocole, le voici. On demande que les informations générales, s'ils font modification ou pas, mais s'ils ne font pas de modification, le questionnaire ne s'arrêtait pas pour autant. Est-ce que vous comptez en faire? Si oui, dans quel temps, pour quelles raisons, etc. Sinon, on a arrêté le questionnaire. Et en parallèle, on va faire des entretiens et puis on va accompagner justement ces professionnels sur le terrain pour voir concrètement quel est le défi, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut modifier nos pratiques pour l'écologie et la biodiversité, encore faut-il savoir comment ça se met en place dans les communes. Les résultats, les pratiques les plus répandues sont les suivantes. Le renouvellement du mobilier lumière, le changement de diffusion et les pratiques de l'extinction. Si on s'intéresse à celles qui sont les plus répandues, vous les voyez ici. En orange, celles qui le pratiquent. En bleu, celles qui prévoient de les pratiquer dans les années à venir.
et en gris, celles qui ne pratiquent pas et qui ne souhaitent pas, effectivement, enfin, qui n'ont pas prévu de modification. En blanc, et là, celles qui n'ont pas répondu à nos types de sollicitation. Donc, vous voyez qu'on a quand même des pratiques qui sont bien répandues et également qui pratiquent le fait d'en avoir plusieurs, c'est-à-dire que les communes ne vont pas faire un choix et se tenir à ce choix, ils vont déployer. Pour les plus ambitieuses, on a l'éclairage à la demande, l'extinction de l'éclairage public et, j'ai mis la synthèse. Les plus ambitieuses parce que c'est celles où on se dit qu'il y aura forcément une acceptabilité un peu moins importante de la population. Le fait d'éteindre une partie de la nuit, c'est pas si évident que ça. Et l'éclairage à la demande parce que c'est financièrement plus onéreux. Donc on voit bien effectivement que là, c'est surtout centré sur la ville de Nîmes. Quelques expériences aussi qui ont été abandonnées. L'autre approche, c'est l'acceptabilité sociale. Alors là, on a interrogé les riverains sur deux secteurs, le secteur de la citadelle et le secteur du parc. Alors, a priori, c'est acceptable, puisque 90% des riverains se disent prêts à accepter les modifications de l'éclairage public à proximité de leur résidence. Une reconnaissance également une acceptation parce qu'ils reconnaissent les effets de nuisance de cette lumière, puisque 63% se disent connaître la pollution lumineuse et justement les effets sur l'environnement. Par contre, on voit bien que l'intitulé tram noir, lui, ne passe pas. Il n'est pas connu. Un, il n'est pas connu. Deux, on verra, nous, dans notre entretien, qui ne passe pas. Comme Yves l'a dit, le choix qui a été fait ici, ce n'est pas le terme de tram noir, parce que tram noir, ça renvoie automatiquement au fait qu'on éteigne, qu'on va mettre dans le noir, et donc ça inquiète les gens. Donc, voilà, on a commencé à alerter les partenaires que là, il y avait un petit souci. Une nette préférence pour la solution technique. Voilà, mais ça, c'est partout. Que ce soit l'inondation, etc., on aime bien avoir, la réponse qui vient de la technologie. Alors, les riverains sont favorables parce que pour beaucoup, ils sont également très sensibles à la protection. Ça, c'est un peu le problème des questionnaires. Les gens qui veulent bien répondre, c'est qu'ils sont déjà un peu concernés par la question. Donc nous, on est là pour regarder ça et avoir ces nuances-là. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les gens qui ne sont pas prêts à éteindre. Donc, ils sont 33% à dire non sur l'éclairage urbain. Et pourquoi ils ne veulent pas? On va retrouver ce sentiment d'insécurité et de danger. Et donc, effectivement, même s'il n'y a rien qui prouve que le fait d'éteindre va augmenter les agressions, les cambriolages, etc., parce que la question n'est vraiment pas tranchée. On a beau interroger les services de police, la gendarmerie, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a aucune corrélation. Mais n'empêche que ça amène un sentiment d'insécurité, le fait d'être dans une rue qui est moins éclairée. Et évidemment, moi je me mets à la place d'un riverain, j'aurais du mal à traverser certaines rues de Lille si c'était totalement éteint. Et donc, tous nos résultats et nos conclusions, c'est-à-dire, oui, pour une trame qui ne va pas s'appeler tram noir, effectivement, mais va s'appeler tram étoilée sur la métropole lilloise, elle a commencé à être mise en place. Elle va être le long, justement, du canal de la Dole. Et contrairement à ce que certains collègues d'écologie, plutôt de Paris, prônent, c'est-à-dire une trame noire qui va être éteinte et qui va concerner les territoires, nous, en sciences humaines, on prône plutôt une trame sombre, une trame étoilée. Même noire, elle peut s'appeler noire, ça c'est pas le problème, mais en tout cas, qui s'adapte au local. On ne peut pas éteindre de la même façon tous les quartiers, ce n'est pas possible. En fonction des usages qu'on va avoir, si c'est un usage professionnel ou loisir, on ne peut pas l'éteindre au même moment. S'il y a un usage scolaire, c'est pareil, il faut bien que les enfants rentrent chez eux en hiver. Et donc il faut prendre en compte ça, et finalement avoir, contrairement à la trame RT2 qui peut se déployer sur grands espaces, là il faudra l'adapter quasiment au local même.